bonjour ou bonsoir. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais passer un petit message de la part de Paul et moi. On a vraiment été touchés de l'accueil que vous nous avez réservé pour le premier EP. Du coup, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Xav. Ça va parler construction de machines, productivité et polyvalence. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute. Salut Xavier. Salut Tol. Bon alors moi je suis content de te parler parce que comme je disais donc à ma collègue Loé avec qui je fais le podcast, ça fait quelques temps qu'on se suit, qu'on s'écrit de temps à autre. On a eu l'occasion de se retrouver autour de discussions avec Ico. Ouais. Et je sais que toi et moi on cause pas mal machine. Ouais. Alors, ça me semblait intéressant de t'interviewer parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, je sais que toi, tu baignes dans le tatou depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, dans le tatou, je baigne depuis que je suis môme. Vraiment, mon plus lointain souvenir, ça remonte à ça, quoi. Même si j'ai fait d'autres trucs entre, j'ai toujours dessiné depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Bien mal, ça, on s'en fout. Mais le premier tatou que j'ai vu, c'était sur mon tonton qui avait un masque Hania sur l'avant-bras. Et genre, je devais avoir 5-6 ans. Et ça a été genre, ah ouais, on peut avoir des dessins et on peut faire ça sur les autres. Ah ben, je veux faire ça, quoi. Et à ce moment-là, comme dit, je vais avoir 5-6 ans. C'est Lalardy qui lui avait fait à l'époque. Donc, incroyable. Tu vois, moi, je suis de 86. Il a dû lui faire ça dans les années 90. J'ai pu recontacter Lalardy pour ça, mais du coup, il avait ce fameux Hania de Lalardy sur le bras et d'autres trucs. Et ça c'est resté, quoi. C'est drôle parce que ça résonne complètement chez moi, étant donné que j'ai commencé à vouloir devenir tatoueur vers 7 ou 8 ans, pareil, et c'était mon père qui m'a emmené dans le studio de tatou où il se faisait tatouer à l'époque à Moucron, en Belgique, chez Dany. Bref, petite digression, mais ok, très intéressant. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est resté, du coup, j'imagine, ça a planté une graine, et puis... ça m'a pu quitter. Ça a été du dessin. Ça a été ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. Ça a été vraiment... Et puis le côté voyou, le côté passage, sorte de rituel, tu vois, de passage. Fallait oser rentrer dans les tattoo shops. Il y avait tout ce truc-là, tu vois. C'était... je voyais le côté les durs, les vrais, les tatoués, alors que moi, je suis pas du tout un voyou ou autre, mais ça a été le challenge, tu vois, le truc. Je trouvais cette liberté très intéressante. Ce côté marginal, ce truc qui, à l'époque, était incroyable. C'est à mes 16 ans que j'ai franchi le cap d'aller voir le tatoueur dont mon oncle me parlait. D'accord, donc premier tatou à 16 ans? Premier tatou, j'avais 14 ans. Je me le suis fait moi-même au couteau à l'encre de Chine. J'avais aucune connaissance de comment ça marchait. J'avais juste le truc bête dans un Fantomas où le mec il avait un pistolet, il ouvrait la chemise et il faisait une sorte de bzzz comme ça. Le mec il tombait dans les pommes, il se réveillait, il avait le F de Fantomas tatoué. Tu vois, j'avais demandé à mon tonton s'il fallait un pistolet et que ça faisait mal. Il m'avait dit que c'était une sorte de pistolet, que ça faisait mal. Et c'est le seul truc que j'avais, tu vois. Je voyais dans les magazines que j'essayais d'acheter un peu, je voyais les dermographes, tu vois, mais je comprenais pas. Et la première fois que j'ai pris une aiguille, j'ai essayé de la planter, ça marchait pas, je ne savais pas. Donc, comme j'ai une période un peu, je me scarifiais, j'ai fait une scarif. J'ai pris une allumette trempée dans l'encre de Chine, j'ai gratté dedans. Puis 15 jours après, c'était toujours là. J'avais mon premier tatou, quoi. Ça y est, j'étais un dur. C'est marrant parce que, encore une fois, ça résonne, puisque moi, pareil, premier auto-tatou, 14 ans. Ouais, mais tu vois, c'était... Dans la chambre chez ma daronne, je me souviens, voilà, je crois que c'était avec une aiguille à coudre ou de l'encre, je sais pas laquelle, mais... Et est-ce qu'à l'époque, tu achetais un peu la presse tatou? Alors, j'essayais quand j'étais môme, mais pour mes parents, c'était hors de question d'être tatoueur. C'est pas un métier. Tu vois, j'ai voulu faire mon premier stage en entreprise au collège, donc quand tu as justement 13-14 ans, je crois, je sais plus exactement. Et mon oncle, m'a beaucoup inspiré, tu vois, qui dit « Ah, tu devrais demander à Sacha, comme tu dessines, t'aimes bien le tatou et tout. » Et pour mon père, ça a tout de suite été hors de question. Tu vois, genre non, tatoueur, c'est pas un métier. Alors que mes deux parents sont musiciens. Et j'ai tatoué mon père maintenant, tu vois, il me soutient à fond. Ça s'est inversé quand ils ont vu que c'était pas juste une passade, mais ça a été compliqué, quoi, tu vois. Tiens, c'est marrant, ça c'est marrant. Mais
on peut dire que tes parents, tes parents t'ont pas introduit là-dedans, quoi. Ils ont Ah non, pas non, été pas du tout. Au départ, c'était porteurs. tout l'inverse. C'était D'accord. vraiment un tabou. La première fois que mon père a vu un magazine de tatou que j'avais sous mon lit, j'ai dû le jeter. Et c'était, j'allais en Allemagne, j'avais un correspondant allemand que j'avais grâce au collège. Et là-bas, ils avaient les Tattoo-Vireur magazine, où je sais qui était extra comme magazine, tu vois. À Puis fond. moi, j'aimais bien parce que les langues m'intéressaient aussi. J'aimais bien le côté, ben, tu vois, en Allemagne, à Hambourg, enfin, Hambourg, c'est encore, ouais. Tu avais Herbert Hoffmann, tu vois, qui a été une de mes grandes inspirations. Et le tatouage allemand, je trouvais, était beaucoup plus intéressant. C'était les taulards. C'était vraiment même de notre génération. Tu vois, moi, j'ai eu 38 balais là, le mois dernier. C'était quand même encore connoté taulard. Donc, Ouais. alors qu'en Allemagne, il y avait déjà une démarche plus artistique. Ouais. Comme à Londres, tu vois, comme en Angleterre, où les mecs avec les punks et tout, À fond. c'était le côté underground, mais il y avait une recherche esthétique. Pas juste les marins et les prisonniers ou les bataillons d'Afrique, quoi. Tout à fait. C'est drôle. Je sais pas si toi, ça te rappelle quelque chose, mais enfin, moi, je me rappelle je pense, vers 13-14 ans par là, j'ai switché à un moment de Picsou Magazine à Savage Tattoo. Tu vois, Bah, ça, j'ai j'avais pas eu. dans Mais je vois. la librairie qui était à côté de mon bahut à l'époque, tu Ah avais ouais. en haut de l'étagère, là, à côté des pornos, tu avais Ouais, les c'est vrai Savage qu'il y avait Tattoo. ça, ouais. Et ils étaient principalement en anglais. Et je sais Ouais. pas qui envoyait ça en France, mais tu avais toujours un encart à l'intérieur avec juste du texte en français référencé telle page, telle page, telle Ah page. Et ouais. donc, tu te démerdais avec ça, quoi. Ah ouais. Non, mais tu Ouais. vois, ça, malheureusement, je n'ai pas eu parce que, ben, en plus, mes parents, ils achetaient pas vraiment le journal et tout. Je viens d'un petit bled à côté de Strasbourg, qui est à 20 minutes de Strasbourg. Il n'y avait pas ce genre de choses, tu vois. Ouais, Il y avait un d'accord, seul d'accord. bureau de tabac, c'était le chef-lieu du village, tu vois. Enfin, c'était Ouais. la grosse claque, elle est venue quand j'ai eu 20 ans et que j'ai déménagé à Strasbourg. Donc, Ouais. avant de bosser dans le tatou, tu as eu d'autres jobs, j'imagine. Alors oui, parce que ben, j'ai fait un lycée, j'ai redoublé ma seconde parce que ça m'intéressait pas. Pour ma mère, il fallait absolument que je passe mon bac avant autre chose. Mais bon, moi, j'ai saboté mes études involontairement. À partir Ouais. de la deuxième seconde, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je veux faire du tatou, je veux faire du tatou, quoi. Mais comme il y avait toujours cette interdiction parentale et que c'était compliqué parce que je suis pas trop du genre à dire non, j'ai toujours respecté une bonne partie la volonté de mes parents et tout. Ça a été un peu une transition compliquée. J'ai pu avoir l'occasion de faire une découverte dans le bled et je suis tombé amoureux de la ferronnerie d'art. Ok. Tu sais, j'étais pas désespéré, tu vois, mais je me dis au pire, du tatou, je pourrais toujours me débrouiller pour en faire. Et en fait, il fallait que je trouve un job, il fallait que je trouve quelque chose. Et puis, j'ai eu une démonstration de ferronnerie d'art dans le bled où j'habitais. Et j'ai vraiment eu le flash, genre, je veux faire ça, quoi. D'accord. Et un an après, mon patron, c'est que lui qui est devenu mon premier patron, a pu me prendre en apprenti, donc je suis devenu métallier. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Ah ouais, ok. Donc, Ah tu vois, oui, une j'ai expérience commencé mon significative. apprentissage à 17 ans, voilà. En fait, de mes 17 ans à mes 30 ans. Et en fait, j'ai fait les compagnons parce Mhm. que j'étais quand même un enfant un peu sauvage, quoi. Tu sais, le fait de tatouer, j'ai écouté au lycée, quand les mecs ils écoutaient du rap, moi j'étais déjà un peu dans le métal. Enfin, tu vois, ça a toujours été Motorhead, Black Sabbath, alors que c'était la période, c'était quoi? Je sais plus, il y avait peut-être Booba, enfin ce genre de gars, puis il y avait le renouveau de Nirvana que je pouvais pas blairer. Enfin, bref, il y avait toujours l'espèce de révolte gentille, mais avec Ouais. le reste, quoi. Et puis moi, je voulais faire du tatou, je passais mon temps à dessiner, tu vois. Les autres, c'était le foot, c'était le sport, c'était le machin. Moi, c'était le dessin, quoi. Du coup, c'est vrai que je suis parti chez les compagnons parce que je pensais que ça pouvait me calmer, me canaliser, me ranger un peu dans la société parce que je considérais moi-même qu'il y avait un problème, quoi. Tu vois, j'étais pas à ma place. Le cadre du compagnonnage, du coup, ça t'a convenu? Non, ça a fait qu'empirer les choses. Donc D'accord. l'apprentissage a été très bien. J'étais à Strasbourg, je faisais 2 semaines chez les compagnons, 6 semaines chez mon patron. Il m'a formé à l'ancienne. Donc j'ai passé un mois à faire que du pointage sur des pièces. Pendant un mois, j'ai fait que du débit. Puis après, j'ai commencé à souder. Il m'a expliqué que la ferronnerie d'art, malheureusement, c'était très compliqué de vivre que de ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de forge, mais très très peu. Puis après, Ok. j'ai décidé de partir un an sur mon tour de France. Je voulais le faire plus longtemps, hein. Mais ça s'est très mal passé à la maison où j'étais. C'était vraiment l'inverse, hein. Ça a fait vraiment qu'empirer les choses. J'ai fini par partir. Je suis revenu en Alsace. Et puis, j'ai fait un peu mon propre tour de France des entreprises. Donc, en 2 ans, j'ai fait une vingtaine de boîtes, je crois, avant de trouver un boulot à la ville de Strasbourg, quoi, en tant que fonctionnaire, mais toujours en métallerie. Et j'ai fait Ok. ça. J'étais chez eux pendant, on va dire, 8 ans.
Et puis, je Ok. voulais quand même faire du tatou. C'était vraiment, je continue de me faire tatouer. Dès que je pouvais prendre un congé, c'était pour aller en convention. Je me baladais à Nantes, à La Roche-sur-Yon. J'ai fait ma formation hygiène il y a un peu plus de 10 ans, donc avant même de devenir tatoueur professionnel, parce que je voulais ne pas être scratcher. Je tatouais déjà, hein. Je m'étais acheté des machines quand j'avais 20 ans. Donc en parallèle, le soir, comme j'étais dans le milieu punk, tu vois, comme on avait très rapidement dit, c'était facile de trouver de la peau quand t'es punk, on s'en fout. Tu as une tête de mort, même si elle est mal faite, ou un mort aux vaches. C'est toujours une occasion d'échanger un tatou contre une bière ou un peu de cellophane, quoi, tu vois. À fond, à fond. Donc, Et on peut c'est dire vrai que que... la ferronnerie, t'as pour ainsi dire jamais quitté, puisqu'aujourd'hui, t'es Ben, un builder. Enfin, je sais que tu gères pas encore toute la chaîne, mais en tout cas, tu montes, tu gères alors, la géométrie, voilà, tu montes des bécanes. Et je sais, pour en avoir discuté avec certains qui utilisent tes machines, et moi, je souhaite en acquérir une aussi, avec plaisir. que tu fais du bon matériel. Ben, en fait, disons que je me suis servi de mes années de métallerie, du travail de l'acier. Tu vois, par exemple, découper un cadre, c'est quelque chose de simple parce que j'ai appris à faire ça. C'est plus petit que faire une porte, mais tu travailles l'acier, tu perces, tu débites, enfin tu meules, tu coupes, tu soudes. Ça, c'est des choses que j'ai acquis et que j'ai travaillé, que j'ai bossé pendant 13 ans. Donc fabriquer une machine, les bobines et tout, par contre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. De plus en plus, si, mais c'est vrai que le côté magnétique ne me parle pas encore suffisamment. Je vais y venir, mais après, je me considère pas comme un builder. Je préfère me considérer comme un tatoueur qui aime travailler avec son propre matos. Si je peux le partager un petit peu de temps en temps, s'il y en a qui sont intéressés, pourquoi pas. Mais tu vois, pour l'instant, de toutes les machines que j'ai fabriquées, j'en ai vendu, je crois, 4, et c'est qu'à des potes, dont mon D'accord. tatoueur qui a été mon premier tatoueur. Et là, pour moi, en gros, il m'a pris une machine, je peux presque arrêter de vouloir en proposer parce que la boucle est bouclée. Tu vois, j'ai eu l'honneur de le tatouer. Là, je vais ouvrir ma boutique le mois prochain et j'ai envie de le faire venir en guest. Il est chaud pour venir. C'est tout le Très bonheur bien. pour moi, quoi. Très Ouais. bien, très bien. Et oui, ben d'ailleurs, on l'a pas dit, mais toi, tu es basé à Rouen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, la boutique que tu vas ouvrir, c'est Rouen aussi. Rouen même, ouais, Rouen Centre. J'ai D'accord, ok, trouvé très un bien. petit local cool qui va me permettre de pouvoir faire un vrai tattoo shop comme on n'en voit plus, comme on devrait toujours en voir malheureusement, mais je veux conserver ça. Les Et lettres alors, de noblesse, justement, quoi. justement, on va faire le pont avec, parce que pour moi, tu représentes un petit peu ces tatoueurs contemporains, mais qui ont un gros pied dans le passé. Ah bah ouais. Comment tu vis, toi, cette contradiction, justement, avec le tatouage moderne, Mal. l'accès au matériel qui est de plus en plus facile, et puis ces nouveaux tatoueurs qui s'intéressent pas forcément, j'allais dire, aux vieux outils, mais non, la bobine, c'est plus que contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore masse d'excellents builders qui font du super Ouais. taf. Ouais. Alors, comment tu le vis, toi? Je sais que bon, c'est Ben, quelque chose qui te travaille. comme je suis quelqu'un d'assez sensible, je le vis mal, forcément, dans le sens où je reconnais plus ma profession. Je vois le côté business énorme, l'industrie, mais comme toutes les choses, tu vois, le punk aussi a été racheté. Ça a arrêté d'être intéressant à partir du moment où les gens se sont clamés comme tels. Et c'est Johnny Rotten qui disait ça. Ben, le tatou actuel, il y en a toujours des très bons, mais c'est vrai que déjà en France, je regarde pas vraiment. À part certains ben, comme toi, comme mon boss Sacha, comme Frico, les gars qui m'ont formé ou mes anciens collègues, quelques-uns comme ça à droite à gauche. Mais c'est vrai que les autres, j'ai arrêté, quoi. Ça me déprimait, ça me faisait de la peine parce que je vois déjà c'est devenu d'un cher, c'est devenu plus qu'un luxe alors qu'à la base ça vient de la rue, ça Mhm. vient du côté underground. Maintenant les gens ils viennent pour un petit tatou le plus fin possible, le plus petit possible, comme tu achèterais juste un bracelet chez Pinky. Mhm, mhm, Donc c'est tout vrai à que ça, fait. c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Et à côté de ça, par contre, il y a toujours une flamme en voyant des mecs qui continuent de produire des trucs incroyables et tout, quoi. C'est ce que j'allais C'est... dire. J'imagine que dans tes expériences passées, tu as pu croiser la route de certains jeunes tatoueurs qui veulent maintenir cette flamme, qui sont attachés à ça. Jeune, pas énorme, en vrai. D'accord. Pas énormément. Et c'est justement ça qui me désole un petit peu, ou en tout cas pas en France, quoi. Mais la Ouais. plupart des gens avec qui je discute, que ce soit sur les réseaux ou autres, ils sont tous plus âgés. Et ils ont tous 15-20 ans de bouteille, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je fais pas gaffe. Un des derniers jeunes avec qui j'avais travaillé, qui est maintenant, je crois, au Havre, il a toujours fait que du old school et c'était une période où moi, j'étudiais beaucoup le tatouage japonais.
où je continue toujours d'en dessiner et tout, mais par contre, il ne faisait que ça, que du gros trad, avec de la ligne super fatas, la couleur marquée et tout, très très propre, tu vois, surtout, j'ai pu le voir évoluer, c'est super cool, quoi. Donc lui, c'est un gars qui est cool, mais par contre, il n'y a pas l'histoire derrière. Il y a juste le dessin et les inspirations, quoi. Tu vois, il y a Mike Chambers et c'est un peu tout. Peut-être que maintenant, il y a eu d'autres choses et ça fait très longtemps que j'ai pas causé avec lui. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu ça. Tu as le jeune qui découvre le old school avec un tatoueur et qui va se focuser que sur son style-là et basta. Et qui continue de fonctionner comme ça. Mais au moins, il y avait quand même une recherche d'étudier un tatoueur. Pas d'étudier ce que tu trouves à Ikea ou alors à la foire fouille sur un tableau. À fond. Et toi, justement, je sais que tu es bourré de références et tu même aller te faire tatouer par des anciens. Par exemple, je sais que récemment, tu t'es rendu au Tattoo Planétarium. Raconte-moi un peu. Ben, c'était pour rencontrer Dana Brunson, surtout, quoi. Comme dit Pierre Bong, c'est la légende inconnue parce que c'est un mec qui a un musée dans l'Ohio et c'est un ancien dans le sens où il a côtoyé aussi beaucoup de légendes. Il était proche de Lyle Tuttle. Il a aussi côtoyé Don Nolan, que j'ai découvert assez récemment, qui était un tatoueur qui a travaillé un peu avec Sailor Jerry, je crois, et qui était énormément inspiré par son travail. Tu as beaucoup de motifs, comme à l'époque, ils se refilaient les motifs, tu vois. Tu sais pas vraiment si c'était un Don Nolan, si c'était un Ed Hardy, si c'était un Jerry, tu vois. Tu les retrouvais sur les murs de chacun. Mais c'est ce genre de personnes que j'aime beaucoup parce que c'est surtout l'histoire du tatouage qui m'intéresse beaucoup. Sur l'esthétique que je trouvais intéressante et pourquoi les mecs travaillaient avec ce type de machine. Enfin, c'est plein de choses, quoi. Tu vois, je voulais le rencontrer à Nantes, mais c'était un peu loin à l'époque et je ne savais pas qu'il allait venir. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment redécouvert son travail. Et j'avais chopé son bouquin qu'il avait fait sur les stencils de Nolan. Et puis, je suis ce genre de personne, quoi. Quand j'ai commencé à tatouer professionnellement en 2016, j'ai tout de suite contacté Philippe Leu, tu vois, à l'époque, pour lui dire, ça y est, je commence le tatou, j'ai envie de venir te rencontrer, quoi. J'aimerais pouvoir faire la même chose aussi avec Oriyoshi 3 maintenant, même si ça va être un peu compliqué. Parce qu'avec ma fille, maintenant, elle est au Japon, j'attends encore un petit peu, tu vois. À fond. Mais d'ailleurs, parle-nous de cette rencontre avec Philippe Leu, puisque c'est quand même, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, hein, c'est une référence ultime. Je veux dire, tous les jours, je pense à lui, c'est évident. Il ne le sait pas, mais tous les jours, je pense à lui. En fait, c'est juste, c'est une claque dans la tronche, tu vois. Juste sans prétention, sans rien. Je l'ai contacté parce que j'avais fait un guest à Art Corpus avec Lucien Kapsman, qui fait des très bonnes machines. C'est ma première machine pro, je l'ai achetée chez lui. Et il m'a dit, il avait travaillé avec lui, il s'était fait tatouer un petit peu par lui aussi à l'époque. Et il m'a dit, il ne faut pas hésiter à l'appeler, mais 20 fois dans la journée, il ne répond pas aux mails, il ne répond pas et tout. Puis là, du coup, je raccroche avec Lucien, et là, j'appelle le numéro de Philippe. C'était à Sainte-Croix, c'était plus à Lausanne. C'était en 2017, pardon, pas 2016. Okay. Donc, ça faisait 1 an que je tatouais. Et puis, j'essaye d'appeler, et là, direct, ça décroche en « Allô ?» Je fais « Bonjour, c'est pour parler à monsieur Le, quoi. » Enfin, Philippe, quoi. « C'est moi. » Donc là, il y a un blanc. Moi, je me décompose et « Allô, Philippe ?» tu vois le truc, quoi. Tu vois, genre, je suis Wayne's World, quoi. Je suis une merde, je suis à chier. Et en fait, je dis, écoute, voilà, je suis tatoueur sur Strasbourg et j'aimerais venir vous rencontrer, quoi. Il m'a dit, viens demain. En gros, genre, ouais, c'est pas si simple, quoi. J'ai un peu de route à faire. Il fait, tu veux un tatou, tu veux quelque chose? Je dis, ce serait pour vous rencontrer en mode, je commence un pèlerinage, quoi. Je veux voir des légendes. Je savais pas trop quoi dire. Je m'attendais même pas à qu'il réponde. Et en fait, on a calé un rendez-vous genre 15 jours après, quoi. Donc, il m'a dit, je pourrais pas te tatouer, mais viens, et puis voilà, on voit ce qu'on peut faire, quoi. Donc, je suis allé le rencontrer, je suis allé donc dans son studio, quoi, tu vois. Il y avait Mathieu Le, son beau-frère, donc ça, le frère de Titine. J'ai passé plus de temps avec lui parce que Philippe, il t'a fait en même temps, mais j'ai pu le voir bosser sur un flanc. Et en fait, c'est vraiment le truc de hippie, quoi. Tu vois, tu viens, j'avais emmené tous mes flashbooks au cas où. J'étais tout timide, je savais même pas trop quoi dire. Tu vois, lui, il m'a filé, il m'a dit, tu as toute la bibliothèque. Si tu veux faire des photocopies, vas-y, tu vois. Et puis en fait, Mathieu, il m'a dit, allez, j'ai vu que tu avais des flashbooks, montre-moi tes dessins, quoi. C'était 1 heure avant que je parte. J'ai resté 4-5 heures, j'ai passé toute la journée. J'avais 4 heures de route, tu vois, de Strasbourg jusqu'à là-bas. Ouais. Et donc, il regarde mes dessins et tout, et puis il vient, Philippe, viens voir et tout. Donc, Philippe, il regarde, il fait, tu gamberges quand même un peu. Et du coup, il m'a montré un peu, lui, comment il travaillait. Ok.
Et donc, la façon dont il préparait un dos, par exemple, il avait un hanya à faire sur un dos. Il m'a dit, ben, tu vois, là, j'ai pris un dessin d'Ishibe, je décalque un peu sur un petit format. Après, j'agrandis en A4 pour ajouter des détails. Puis après, j'agrandis en beaucoup plus grand. Et puis, je fais un peu de free-end sur le client. Mais maintenant, je fais un peu plus de calque, c'est plus précis, etc., quoi. C'est marrant que tu parles de. C'est marrant que tu évoques Ishibe parce que, pareil, je crois que de tous les bouquins qu'on a à la boutique, c'est un de ceux que j'ouvre le plus souvent. Ah bah oui, oui. Bah, je l'avais rencontré il y a 2 ans, du coup, Tattoo Planétarium aussi, c'est pareil. Je me suis senti tout petit alors que le mec, il a une tête et demie de moins que moi, tu vois. C'est juste qu'ils sont. Et après, c'est les mecs qui se prennent pas la tête, ils sont tellement humbles, c'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est les gens les plus adorables. Et ce que j'avais oublié de te dire aussi quand je suis arrivé avec Philippe, le premier truc quand Philippe est arrivé, d'abord c'est Mathieu qui s'est occupé de moi. Il m'a proposé si je voulais un café, un thé, une bière, un truc, n'importe. Philippe est arrivé, un extraterrestre, tu sais, avec son truc sur la tête là. Genre bonjour, il me tend la main pour me la serrer, il voit que j'ai la main tatouée, il fait ah tu dois être bien tatoué toi. Viens avec moi. On va dans sa pièce. Il m'a tendu le joint aussi, mais moi je lui ai dit que j'avais arrêté de fumer. Il m'a dit qu'il avait essayé, mais ça le rendait trop speed. Et donc, on va dans sa pièce, et là, il me montre des photos. Il y a lui en string de dos, tu sais, tout tatoué. Il fait, ben ça, c'est moi, ça. Et je fais, ouais, ben je reconnais ce dos, quoi. Il fait, ben vas-y, à toi, quoi. Donc, ben, je me dessape et il commence à regarder Mathieu et Philippe autour de moi qui regardaient les tatous que j'avais. En plus, j'étais en train de me faire blaster le bide. Il fait non, mais t'enlèves tout, quoi. Tu vois, donc je me suis retrouvé en caldaire. Et puis, regardez, tu sais, les deux qui regardaient les gens. Mais toi, t'as du blanc, moi j'ai ça. Tu sais, le truc incroyable. Genre, tu rentres, tu te fous en crocs et après, tu te fous à poil, quoi. Tu vois, vraiment le truc. Et puis, on a discuté. Tiens, ce tatouage, ça me rappelle un tel. Ça, c'est qui t'a fait ce tatou? Et tu sais, ils analysaient vraiment tout, quoi. Trop bien. Donc, cette espèce de rite de passage. Puis en fait, au final, Mathieu Le s'est fait planter son rendez-vous. Du coup, il m'a offert un tatou, quoi. Il m'a fait des vagues en blanc. On discutait de vagues parce que je disais que mon but, c'était de faire les vagues plus belles qu'eux, tu vois. Parce que Mathieu fait des vagues aussi très incroyables. Il m'avait fait un croquis que j'ai gardé d'ailleurs sur une page. Je dis attends, celui-là, je le garde, je vais l'encadrer. Il m'a dit si j'avais su, je me serais appliqué. Je dis non, non, touche à rien, sois toi-même. C'est déjà incroyable. Et d'ailleurs, pour en revenir un peu sur les motifs classiques, là tu nous parles de vagues, mais moi qui te suis, je sais que tu es un lefto et que bien souvent tu te mets à travailler, tôt le matin. Ouais. Et, j'adore cette façon de faire, même si personnellement je ne suis pas vraiment comme ça. Moi, je suis plutôt un oiseau de nuit. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur cette espèce de mindset, de petite gymnastique du quotidien, justement? En fait, c'est l'époque de Tumblr, un truc tout bête. Koa de Lille, à l'époque, faisait One Draw a Day. Et en fait, il faisait tout n'importe quoi. Et en fait, je trouvais ça super cool. À l'époque, je faisais plus du style un peu gravure. J'étudie plein de styles différents, même si ça se voit pas sur les réseaux, parce que les réseaux, on s'en fout, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Je me dis, ah ouais, tous les jours, le temps d'un café, d'une clope. Enfin, à l'époque, j'étais fumeur, mais c'était le temps du café. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de productif. J'ai toujours aimé travailler. Je n'arrive pas à ne rien faire. Ça me rend fou. Si j'étais autodestructeur, ça a dû être peut-être une manière personnelle de me canaliser. Plutôt que de me faire du mal à moi-même, ben, je écrivais ou je dessinais. Pas trop écrire, je suis pas doué. Mais c'était du dessin, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que ben, le temps du café, tu peux faire un dessin. Les gens qui disent j'ai pas le temps de dessiner, c'est faux. Tu trouves toujours le temps. Avec un carnet, même au chiottes, tu peux dessiner, tu vois. Bien sûr. Tu peux dessiner sur la buée d'une vitre, tu vois. C'est un truc que tu peux faire quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que j'ai besoin de dessiner, de faire des choses. Et en fait, du coup, le matin, je suis toujours, maintenant que j'ai ma fille qui va à l'école, il y a le rituel aussi, quoi. Je me lève à 6h. Je prépare le café pour moi et ma compagne. Je vais la réveiller en lui amenant le café. Et puis entre les deux, comme j'ai eu en général un petit quart d'heure de transition entre la fin de ma douche et la préparation du café, je peux faire un petit dessin. Je vais réveiller ma compagne. Je lui amène le café. Le temps qu'elle prenne sa douche, qu'elle se prépare, je peux redessiner encore un petit peu. 7h15, je vais réveiller la poulette. Là, je m'occupe d'elle jusqu'à l'amener à l'école. Et puis après, quand elle est à l'école, je peux dessiner ou bricoler. Donc comme en ce moment-là, le petit rituel, quoi. Toujours. Et puis quand je suis pas en train de tatouer, je dessine. Le soir, après l'avoir couché, comme ma compagne travaille encore un petit peu, ben, j'ai le temps de dessiner. Ou bien quand c'est elle qui va coucher la petite, et ben c'est moi qui dessine, tu vois. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours. Et puis j'aime bien, ça fait pratiquer. Quand j'ai pas d'idée, je dessine. J'ai des motifs de base, tu vois. Si j'ai pas d'idée, je dessine une rose ou je dessine une pivoine ou une carpe. Il y a toujours des choses comme ça. Ouais, t'es quelqu'un d'assez prolifique, hein. Moi, pour l'anecdote, donc c'était l'année dernière. Je te rappelle, j'avais
créer un petit événement là à Bordeaux par rapport aux réformes sur la Ouais. retraite, etc. J'avais Ouais. demandé à énormément de tatoueurs et de tatoueuses de participer. Voilà, c'était pour une vente Ouais. avec l'intégralité de l'argent reversé voilà, à des caisses communes. Bref. Et toi, sur la cinquantaine de personnes qui ont répondu, toi, tu es le seul qui m'a envoyé des... Ah non, tu n'es pas le seul, vous êtes peut-être 3, mais tu m'as envoyé des originaux, quoi. Tu m'as envoyé des originaux directs. Du coup, j'en ai vendu quelques-uns et les gens, quand je leur disais, bon, ben ça, c'est des originaux, alors qu'il y avait quasiment que des repros, des prints, etc., bah, ils étaient touchés par ça, quoi. Ils étaient là, putain, c'est chouette, quoi. Cool. Tu vois, ça, c'est top, top, top. Et justement, tiens, ça me permet de faire le pont avec une autre question. Qu'est-ce que tu trouves de politique, de populaire dans le tatouage? Parce qu'aujourd'hui, on peut en parler, je veux dire. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, dans ma vision du tatouage, c'est quelque chose d'assez populaire, quelque chose d'assez social. Donc, cette question, cette conscience-là, elle est complètement présente. En plus, j'ai évolué dans les milieux aussi punk et compagnie. Donc, voilà. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a toujours un truc comme ça, là? Honnêtement, niveau politique et tout, je n'y connais rien du tout. Parce que ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Je suis absolument pas politisé, je n'y connais rien, donc je préfère même pas m'avancer. Je vois qu'il peut y avoir des messages transmis, tu vois, grâce au tatouage. Tu peux avoir des messages de révolte. Je voyais à l'époque dans le Rise, il y avait certaines guerres, je sais même plus dans quel pays, où les mecs ils se faisaient du coup tatouer le logo. C'était, je crois, un crâne masqué pour montrer avec les cocktails Molotov et tout ça, tu vois. Donc je vois que ça peut faire véhiculer des choses, mais après, je ne connais pas suffisamment. Tout à fait. Ouais. Et par rapport à l'aspect pas généralisation du tatou, bon, on entend souvent depuis quelques années, tu sais, le kidam classique qui va nous dire ah, mais le tatou, c'est en train d'exploser, c'est à la mode, c'est ceci, c'est cela. Moi, à chaque fois, je me marre en disant non, mais attends, le tatou, c'est bien avant Jésus-Christ que ça a c'est commencé. préhistorique. Ça fait complètement partie de notre civilisation. Je veux dire, c'est quelque chose, pour moi, c'est un art qui est mal interprété, mal vu, qui n'a pas encore suffisamment sa place dans la société, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui nous suit depuis toujours. C'est quoi ta réflexion, toi, autour de ça? Je ne sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai toujours aimé justement le côté bad boy, le côté underground. Du coup, le fait que ça se soit extrêmement démocratisé, c'est pas évident, parce qu'il y a du bon et du mauvais à prendre. Moi, n'étant pas un ancien taulard, un ancien marin, j'aurais pas eu ma place si ça avait été absolument resté underground. Tu vois, je suis tout l'inverse, dans le sens où je vais pas mordre les gens dès que je les vois. Je suis pas, j'ai pas d'armes à la maison. Je suis pas, je vends pas de la drogue au kilo. Tu vois, je sais pas. Donc, du coup, c'est vrai que je suis venu parce que j'aimais le dessin, j'aimais le côté libre. Et j'aimais l'image qu'il y avait, sans pourtant en être à fond, quoi. Donc c'est vrai que je sais pas trop. Je pense que j'évite maintenant dans le sens où je suis en contradiction, je pense, avec ce que j'ai des fois dans la tête. Dans le sens où j'aimais bien que ça soit réservé à certaines personnes, mais en même temps, je n'en suis peut-être pas une de ces fameuses personnes, sans pour autant me dire que je m'approprie quelque chose. C'est tellement présent depuis tellement d'années en moi que je me sens plus légitime que certains, par contre, qui sont venus, par contre, je le sens dans la profession, par pur but financier. Et ça, je trouve ça dommage. C'est par rapport surtout à l'amour de poser des dessins sur les gens que j'en suis venu à là, de pouvoir avoir des dessins à vie sur moi et de pouvoir en faire sur les autres. À ce niveau-là, j'ai gardé ce côté que j'ai eu de moi tout petit, tu vois. Le but premier, c'était ça. Dessiner sur les gens, dessiner simplement, être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et t'es pas sans savoir que Michael de Poissy a été promu chevalier des arts et des lettres récemment. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter de bénéfique au tatouage? Je sais pas du tout. Parce qu'une fois de plus, si on en revient au tatouage français, où je sais pas trop quoi penser de ça. Je l'ai vu à Paris d'ailleurs. J'ai été surpris parce que il m'a fait un grand salut, ça va, alors que je ne le connais pas, sauf via les réseaux. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais après, je sais pas du tout quoi penser. Je me dis que c'est intéressant. C'est pour les gens qui considèrent le tatou comme de l'art, c'est très bien. Pour les gens qui considèrent ça comme de l'artisanat, c'est très bien. Tu vois, c'est intéressant, mais ça ouvre peut-être une nouvelle porte. Peut-être que certaines personnes se diront effectivement, fini l'époque des calvaires et des taulards. Peut-être qu'effectivement, il y a un but plus esthétique, mais c'est maintenant pour les gens qui ont 80 balais que c'est bien.
que ça va peut-être changer les esprits. La nouvelle génération, les gens comme moi, on a vu cette explosion. Tu vois, donc c'est cool, c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est pareil, tu vois, Anki Panky, la Shift Marer doit trouver ça super intéressant. Pour beaucoup, ça doit être génial. Mais c'est vrai que je me place pas du tout. Je me dis, ok, c'est cool, mais moi, ça va pas me changer mon quotidien. Non, moi personnellement, ce que je pense, enfin ce que j'aimerais en tout cas, c'est que ça puisse nous servir par rapport au statut. Puisqu'en effet, là, à ce jour en France, statut de base, bon, ben voilà, hein, c'est l'auto-entreprise, etc. Ouais. Et c'est une question que je me suis souvent posée, même il y a 10-12 ans, où par exemple, à la Maison des Artistes, le tatouage n'est pas reconnu. Alors, il y a des mecs à un moment qui ont réussi à détourner un petit peu ce genre de statut pour en tirer profit. Bon, aujourd'hui, c'est clair que malgré la grosse industrie que ça peut représenter le tatouage, c'est étonnant de savoir qu'on a encore un statut très, très border, quoi. Moi, ça me gêne pas. Non. Perso, parce que de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, il faudra qu'on paye des impôts, des choses comme ça. Et je suis pas venu dans le tatou pour un statut ou autre. Ouais. Je suis venu dans le tatou vraiment parce que je voulais faire du tatou. Pour tout ce qu'il y a là-dedans, tu vois. Le dessin, les machines, le matériel, cette chose, tu vois. La seule véritable liberté qu'on aura, c'est dans la tête de toute façon. Où qu'on aille, dans n'importe quel pays, où qu'on soit. Alors, que je sois considéré comme un artisan ou un artiste, c'est très bien. J'ai jamais aimé le mot artiste. Je trouve ça pompeux. Donc, artisan d'art, si tu veux, c'est cool, tu vois. Donc, après, auto-entrepreneur, ok. De toute façon, à la base, c'était un truc de voyou chez nous. Donc tu vas déjà comment dire, mettre un voyou dans une case, c'est déjà quelque chose, tu vois. Donc c'est une contradiction. qu'on soit à 16%, 19%, 21%, de toute façon, il faudra payer. Et j'ai pris une note là par rapport à un truc qu'on se disait tout à l'heure. Désolé, Non, vas-y. Je passe un petit peu sur un autre truc. La polyvalence. Ouais. Moi, j'ai appris d'abord à savoir tout faire. Enfin, en tout cas, en faire un maximum. Ouais. On peut admirer chez beaucoup de nos anciens qu'on respecte cette capacité-là. Et je pense que c'est quelque chose qui se perd. C'est quoi ton regard là-dessus ? Ah oui. Ben, je trouve que c'est important d'être polyvalent, même si je vois que j'ai énormément de lacunes là-dessus. J'y travaille parce que c'est justement un retour aux sources que je cherche à faire, pouvoir me dire, quoi qu'il arrive, quand le client vient, oui, je peux faire. Ça date évidemment l'époque où il n'y avait que 2 tatoueurs dans une ville. Ben, il fallait pouvoir tout faire parce que sinon tu perdais ton client, il allait voir l'autre. Donc c'est vrai. Après, les années ont fait qu'il y a les gens ont commencé à travailler des styles, mais à la base, on voulait juste un tatou. Il n'y avait pas autant, ça n'avait pas explosé comme maintenant, où maintenant tout a un style, hein, on met tout, le besoin toujours de mettre les choses dans des cases. Hein. Donc du coup, c'est vrai que la polyvalence, je trouve que c'est quelque chose qui est très cool. Ça me fait penser à quelque chose qui nous est arrivé là récemment au shop, et tu vas comprendre là où je veux en venir. Tout récemment, là, moi j'ai un petit peu sondé, on va dire, sur les réseaux, la question de la proximité entre les studios tatou. Alors moi, à l'époque où j'ai commencé, je pense que toi tu as connu cette époque-là, où quand tu débarquais quelque part, d'abord tu t'installais pas n'importe où, n'importe comment. Tu passais dans les shops, les rencontrer, etc. Et nous, malheureusement, il se trouve qu'un mec a ouvert un shop à moins de 100 mètres de chez nous. Et donc, je me suis permis de poser la question un peu autour de moi, notamment à des jeunes. Et ce que j'entendais souvent, c'était oui, mais si le style n'est pas le même, c'est pas grave. Oui, mais c'est les réseaux qui comptent et nani nana. Alors moi, je suis en profond désaccord avec ça. Ce dont je veux parler, c'est de cette éthique du tatouage, du tatoueur. Ben, tu sais que là, c'est malheureux, mais je suis en plein dans ce cas-là. Hein. Le shop que je vais ouvrir est à même pas 20 mètres d'un autre shop. D'accord. Ouais. Et quel rapport vous entretenez ? À Rouen, on est potes, il n'y a pas de souci. On est potes, et puis donc là, c'est très cool. Hein. Je vais encore passer le voir là cette semaine. Donc c'est bien, quoi, tu vois, il y a pas de souci. Et je sais qu'on va pas se marcher dans les pattes parce que effectivement, l'histoire du style, on propose des choses différentes. Après, lui, il est en shop semi-privé. Moi, je vais être plus en mode walk-in. Okay, donc, par contre, tu vois, je vais pas être du genre à dire, je prends absolument tout et tout et tout, tu vois. Il y a des choses où je sais que je n'en suis pas encore capable, donc je vais le travailler de mon côté, mais en attendant, ça peut aller chez quelqu'un d'autre, quoi. Yes. Mais du coup, ouais, il fut s'il y avait eu moins de tatoueurs à Rouen,
je me serais pas installé là. J'ai trouvé au plus rapide parce qu'il me fallait un local. Ce local, il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, là, maintenant, je suis à un stade où, fuck, j'y vais. J'ai pas le choix. Et qu'est-ce que tu penses, d'un point de vue un peu plus sociologique, dira-t-on, du rôle du tatoueur dans la société aujourd'hui? Est-ce que pour toi, il a toujours un rôle, et si oui, lequel? Je sais pas. Un rôle, ça peut être marquer simplement des souvenirs sur des gens. Ouais, C'est tout simplement. le pouvoir embellir le corps de ceux qui ne sont pas bien dedans. Ça peut être effectivement marquer un message pour certains, pour des gens qui ont ce besoin. Ça peut être rendre tendance d'autres personnes qui sont dans cette nécessité. Tu vois, ça peut être plein de choses. Ça peut être simplement rajouter une pièce dans la collection de quelqu'un. Je sais pas vraiment en fait. Non, c'est bien, en fait, tu as un regard que je trouve très humble, très simple. Et en fait, moi, même si je tends à philosopher autant que possible sur les choses, j'aime bien ce rapport très simple. Et c'est pour ça que je suis attaché au walk-in et au street shop, un peu comme tu l'es. Parce que j'aime bien ce rapport très simple. Moi, je veux dire, autant je vais kiffer travailler sur des pièces massives qui vont prendre du temps, autant jamais je refuserai un petit blaze, une petite date de naissance ou machin. Ça fait partie du job, quoi. Frico, il m'avait dit de toute façon, il faut rien refuser parce qu'il faut pas oublier d'où on vient. Ouais. Tu vois, et moi, je voudrais rajouter un truc. Je pense que ça, c'est un de mes mantras à moi. Trouver du fun, quoi que tu fasses. Ah oui, ben c'est ça. Quoi qu'il arrive. Vois, sinon, même un bête prénom, il va y avoir le plaisir de faire une belle typographie, de taper une belle ligne. Et c'est cool, quoi. Ben, c'est déjà cool de pouvoir le proposer parce que tu vois, là où je bossais avant, les mecs, ils venaient. Ouais, j'aimerais une écriture et tout. La manageuse balançait d'afonte et puis du coup, il n'y avait rien de personnel. Donc, tu vois, ça, c'est aussi encore un conflit de génération. Moi, j'ai besoin de dessiner avec le client. Le client vient avec une idée, vient avec quelque chose. Je vais lui montrer un peu les alphabets que je fais, que je peux lui proposer, etc., quoi. Après, tu vois, quand je dis qu'il faut pas oublier d'où on vient et qu'il faut tout faire, il y a tout faire et tout faire. Tu vois, par exemple, moi, je refuse catégoriquement les mineurs et tatouer les endroits visibles. Je me réserve le droit de refuser. Quand je vois certains, tu vois, qui sont déjà bien attaqués, que je connais très bien et tout, je vais accepter de faire, par exemple, les mains ou un petit truc sur la tronche. Mais sinon, en premier tatou et tout, ou même en tatou, je refuse catégoriquement. Donc, si j'estime, de par la petite expérience que j'ai, qu'en plus, ça ne va pas bien tenir ou que ça va mal vieillir, je refuse. C'est pareil, tu vois, j'ai besoin de quelque chose de solide. Je suis complètement d'accord avec toi. On va passer sur un autre volet qui est et pas des moindres, celui des machines. Et on va commencer par une petite question signature, on va dire, celle que j'aime poser. C'est quoi, genre, le setup parfait? Alors, j'aime beaucoup les pièces que tu peux faire en one-shot. Genre, je dépasse jamais des séances de 3h30. Parce qu'après, je trouve que la peau, elle a plus envie, et puis le client, c'est fatigant. Donc, 3h30, c'est déjà bien, je trouve. Avec un liner de 9 ou de 11, et un magnum de 11, ça va bien. J'aime bien. Magnum de 11. Quelles aiguilles, quelles sont tes aiguilles phares, celles que tu aimes le plus? Alors, j'adorais Young Needle. J'adorais vraiment pour les magnums. Je trouve que les magnums de 9 et de 11 de chez Young Needle étaient incroyables. C'est juste que les frais de port étaient tellement exorbitants que j'ai laissé tomber. Et là, dernièrement, j'ai découvert Unicorn et je trouve ça très cool. J'ai fait un dragon avant de changer de shop, avant de quitter le shop là où j'étais. J'avais commencé les lignes d'un dragon, format A4. C'était du 9, je crois que c'est les 9 ouvertes. Tu sais, pas du round shader, mais les 9, je ne sais plus comment ils les appellent. Écoute, ça rentrait comme dans du beurre. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, là, je suis passé sur Young Needle. J'aime beaucoup. Et ben moi, Unicorn, c'est pareil. Ça a été une Unicorn, pas Young Needle, pardon. Parce que l'année dernière, quand j'étais à Strasbourg avec Erico et tout, on a eu l'occasion de, juste avant la Gods of Ink, il y a des Espagnols qui sont passés chez Nuevo Mundo et j'ai eu l'occasion d'acheter du South State. Et donc South State et Unicorn, si je dis pas de bêtises, c'est fabriqué au même endroit. Et franchement, ça fait partie des meilleures aiguilles que j'ai jamais touchées. C'est génial. Avec des needle bars très durs. Des aiguilles, mais d'un shape absolument parfait. Enfin, c'est un régal. Même, tu vois, les tapers sont archi longs, mais tu arrives à taper de la ligne ultra fine, quoi. Ah ouais. C'est vraiment très beau comme matériel. Moi, j'ai beaucoup aimé
Le fait de voir que, en fait, à l'inverse de certaines machines en round shader, tu vois, moi, je trace comme avec un stylo, je n'ai pas obligé d'avoir ma machine très droite, alors que, tu vois, le round shader, à l'époque, je n'arrivais pas à tracer avec. Je m'y suis remis parce que déjà, des questions de machine, d'équilibrage, de plein de choses, c'est à prendre en compte aussi, quoi. J'ai fait quelques tattoos dernièrement au round shader, j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que je me disais que liner c'est fait pour ça, shader c'est fait pour ça, tu vois. Sinon on appellerait ça du round liner ou alors juste un. Et en fait, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir des neufs ouvertes et le fait de tracer, de voir que tu n'avais pas les coups de peigne, tu pouvais pas compter les aiguilles, je trouvais que c'était très propre, quoi. J'ai vu le résultat cicatrisé, il n'y avait rien à reprendre, ça n'avait pas éclaté la peau et tout, donc c'était très cool. Je pense que je vais continuer avec ça, quoi. Et d'ailleurs, on peut noter que chez South State, Unicorn ou même Black Claw, la frontière entre liner et shader, elle est hyper poreuse parce que, par exemple, chez South State, tu prends sur les boîtes, c'est écrit, par exemple, 7 liners, 9 liners. Si tu compares avec une Quadron, on est sur une RS avec un long taper, tu vois. Alors que pour eux, c'est du liner. Ouais. Le Quadron, j'ai essayé, mais je n'aimais pas. Hein. C'est pour ça. Avant, au début, pendant des années, j'achetais chez Lucky Seven parce que j'adorais. En plus, c'était des aiguilles standards. Tu sais, je me prenais pas la tête. J'ai besoin d'un liner de neuf. Je regardais un peu. Il est un peu plus épais que l'autre dans le pack. Et hop, voilà. Tu vois, on prend, on s'en fout. Quoi. Après, il y a eu les histoires un peu de pignolage de 0,35, 0,37, 0,40 ou je sais pas quoi. Tu vois, moi perso, je m'en fous. Je prends, je bosse avec. C'est juste que j'ai ressenti avec les années quelques différences. Et là, les quadrons, je n'aimais pas. J'ai pas changé de manchon, je continue de bosser avec les manchons de Vincent, des trucs comme ça. C'est juste qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Trop serré. Puis c'est très mou, ça a baissé en qualité terrible. Enfin, je pense, quand ils se sont lancés, c'était assez quali, et puis rapport qualité-prix, c'était bien, mais maintenant, on peut dire que ça a bien descendu. Déjà à l'époque, quand ils se sont lancés, tu vois, c'était mon collègue Richard, que tu as connu, Oncle O, tu vois, avec qui je bossais. Lui, il avait essayé Quadron et ça ne lui plaisait pas. Il m'avait prêté quelques aiguilles et c'est vrai que ça ne marchait pas non plus. J'étais encore chez Lucky Seven, tu vois, pendant des années, vraiment, j'ai bossé avec Lucky Seven et toujours encore, je continue d'acheter des trucs chez eux. Maintenant, je tourne aussi avec la boutique du tatoueur parce que c'est un pote à moi qui est sur Rouen qui a ouvert ça. Et du coup, je prends des manchons chez lui, je lui prends un peu de matos chez lui aussi. Mais c'est vrai que pour ce qui est aiguille, maintenant, je vais aller acheter en Espagne. Du coup, pour ce qui est les encres aussi, les Obake Sumi, trucs comme ça, je vais chez eux. Il y a National Ink aussi, maintenant, je crois, au Portugal, chez qui je prends mes pigments. Tu vois, j'étais quand même obligé d'aller un peu à droite à gauche plus que sur une seule boîte, ce que je faisais avant, quoi. Pour revenir sur ce question du setup, donc ça va sans dire que c'est avec tes machines que tu tournes. Ouais, en fait, je varie. Hein. Tu vois, là, en ce moment, je fais, c'est les machines que je fabrique, effectivement, ça me permet de les tester, de m'amuser. Mais sinon, là, j'ai toujours, je garde toutes mes machines. Comme on avait dit, j'ai eu le malheur d'en vendre une à l'époque, c'était la Ravit là, de Kea, mais c'était il y a très longtemps. Depuis, j'en ai deux autres maintenant des Kea. Une Side Wheeler, et puis j'ai une Jensen pour le remplissage aussi. Mais après, en ce moment, oui, je fais beaucoup avec les miennes, que je fabrique, des cadres que j'achète de fonderie aux États-Unis là, par un gars. Et puis après, certains, j'ai chopé quelques autres chez Phil Heidi, Tattoo Supply. Mais sinon, je bosse toujours avec d'autres, tu vois, que ce soit mes Gus, que ce soit, j'ai eu la chance d'acquérir une Philippe Leu, tu vois. Donc, je bosse aussi régulièrement avec celle-là. Ça va être, c'est plus maintenant à l'amusement, tu vois. Genre, tiens, aujourd'hui, j'ai un tattoo old school à faire, je vais prendre celle-là. Ou, tiens, j'ai un tattoo Jap à faire, je vais prendre celle-là parce que, tu vois, la Oriyoshi 3, elle marche bien parce que c'est une machine japonaise. Donc, je vais faire du tattoo japonais, tu vois. C'est un peu ce côté bijou, comme ça, quoi. Mais bon, depuis quoi? Ça faisait au moins 6 mois. C'est vrai que comme j'avais l'excitation de faire mes machines, c'est vrai que j'ai toujours 3 bécanes montées de toute façon. Donc il y en a au moins 2 à moi et une qui vient d'un autre, tu as de quelqu'un d'autre. Pour les remplissages, j'aime beaucoup une Soba que Sacha, donc mon master m'a vendue. C'est une Soba en remplisseuse qui est incroyable, tu vois. Celle-là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à faire de remplisseuse qui égale celle qui m'a filée. Mais je suis plus concentré sur les traceuses. Je préfère faire des traceuses que des remplisseuses. Moi, si je dis pas de bêtises, tu fais des, enfin, pas que ça, mais tu fais des cadres en alu, c'est ça? Oui. J'ai commencé avec ça parce que dans l'atelier que je me suis aménagé chez moi, c'est à côté de ma chaudière, donc je peux pas souder. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé avec des cornières alu et des bases en acier que j'achetais à ICO de luxe. Ok. Donc, voilà. D'ailleurs, on peut saluer ICO qui fait quand même un super taf.
Ben, toutes mes Euh, bobines, je les achète chez lui. et puis Parce qui est que quelqu'un qui transmet beaucoup, et ça, ouais. on aime. Ah ouais, ben je l'ai eu au téléphone une fois. On a pu faire la vidéo là sur les liners tous ensemble là qu'il avait Ouais. organisé. Et puis ouais, je discute très souvent avec lui. J'ai encore discuté avec lui ce matin pour des conseils sur une traceuse justement, tu vois. Ah ouais. Donc ouais. Non, ça Ouais, c'est c'est cool. super C'est cool. cool C'est de, un c'est très cool très bon gars. de connaître, de savoir qu'il y a des builders comme lui qui, Ouais, sans jouer la fame ou quoi que ce soit, je veux dire, le mec fait ses ateliers, ouais, il retape les bécanes pour les gens, il est hyper généreux, quoi. Enfin, ça, ouais. c'est super. Bah après, en plus, les builders français, il y en a quelques-uns qui sont en plus très très bons, je trouve, et Très bon. j'ai pas d'animosité envers aucun, je crois. Après, Ouais. moi, je suis pas builder, hein. Vraiment, comme dit, je Non, préfère être un tatoueur qui comprend son matériel, et c'est tout, tu vois. Je m'amuse avec ça, j'ai pas la bah ouais, prétention. Mais du coup, tu vois, que ce soit. Moi, à l'époque, mes idoles, hein, c'était Lucien Kapsman, Karl Marx et puis ouais, Bruno Kea. C'était le trio gagnant. Tu vois, à ouais, l'époque, il y avait que eux. Enfin, les autres, je les connaissais pas. Tu vois, ouais, je crois, ouais, il y a, ouais. comment il s'appelle Seb Bernard, Seb Bénard, je crois, ou Seb Bernard. Ah ouais, moi J'avais j'en ai une de découvert lui. Grognon Machine, hein, forcément, tu vois. Ah ouais, ouais. Bah, Euh, j'ai des machines des deux, là. ouais, Seb m'a fait une machine en 2016 ou 2015. ouais. C'est une que j'utilise toujours Ah, quasi ça a l'air d'être. quotidiennement. Elles sont très très belles, quoi. Ouais, J'ai, ouais, puis c'est vraiment solide, hein. Tu sais que cette ouais, machine-là, bon, moi dans toute ma carrière, j'ai cassé 2 ressorts. Et, ouais, sur la sienne, jamais. J'ai ouais, modifié mes ressorts volontairement, mais alors franchement, ça tourne de ouais. l'horlogerie. C'est très beau. Bah ouais, tu m'étonnes. Euh, Autre chose, comment tu vois le tatou dans 10 ans? Pour l'instant, j'arrive pas à le voir. Je pense que je le verrai mieux quand je vais pouvoir recommencer à vraiment tatouer là, donc à partir du mois prochain. Mais je me dis j'aimerais bien que ça explose et que ça revienne un peu à la normale. Hmm. Tu vois, dans le sens où que souvent c'est ben, tu sais, c'est des cercles, hein. Ouais. Donc au bout d'un moment, on va arriver à saturation. Là, le petit documentaire que tu vois sur Facebook qui dit qu'il y a plus de tatoueurs que de demandes, ça va se tasser. Je pense Hmm. que à un moment, je pensais que les tatoueurs, ils allaient tous se reconvertir aux boutiques de CBD parce que c'est ce qui se vendait aussi beaucoup, tu vois. Parce que Ouais. tu en as beaucoup qui surfent simplement sur la vague, l'argent facile, et parce que c'est cool, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais j'aimerais bien, je garde espoir qu'on va revenir un peu aux sources quand les Ouais. gens vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait là actuellement, ben, ça tenait pas C'est de la et merde, qu'il ça. faut tout recouvrir, quoi. Ben là, je discutais encore avec Ishibashi, donc de Tattoo Family Parlor la semaine dernière, Mm. qui est un ami et qui me tatoue aussi, et qui me parlait de son frère qui a ouvert Lucky Supply au Canada. Ah, Et yes. il y a de ça pas mal d'années. Et lui, son frère organise aussi la convention de Montréal et tout. Bon. Et Ouais, son frère lui disait qu'aux États-Unis, enfin en tout cas Nord-Amérique, ouais, cette crise-là, ils l'ont vécue il y a presque 10 ans, en fait, un petit peu, ouais, puisqu'il y a toujours eu, on va dire, de l'avance, hein. Et ils ont ouais, vécu cette espèce de boom, et qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça y est, ouais. Là, il y ouais, avait comme un cycle qui s'était terminé, et un ouais, nouveau cycle qui reprenait, avec justement un retour un petit peu aux ouais, bases. Et bon, ben, c'est ce qu'on nous souhaite, hein, bien sûr. ouais. Et C'est juste que c'est difficile d'attendre, quoi, de se dire qu'est-ce qu'on va faire ouais, pendant ces 10 ans. Ça, c'est ouais, le truc compliqué. ouais. Je pense que l'aspect pédagogie tient pour beaucoup. Les nouveaux Ouais, clients, les jeunes clients, il faut avoir déjà, il faut sortir un petit peu, on va dire, de la torpeur et de la colère que ça peut générer, et ouais, peut-être essayer d'avoir un regard un peu plus attendri sur ouais. ces jeunes-là qui veulent peut-être justement par la suite vont se tourner vers du beau et du gros tatou, quoi. Ben, c'est ça. Mais tu sais qu'à l'époque, déjà, quand je suis parti de Strasbourg, donc il y avait Dago, j'avais discuté un petit peu avec lui, et il m'avait dit, tu vois, lui, ce qui le faisait tenir aussi, déjà à cette époque-là, c'est qu'il a eu, par exemple, une cliente, il lui a fait 2, 3 petits tatous, puis elle l'a toujours suivi, tu vois, depuis pas mal d'années. Elle regardait son travail, elle likait, et puis un jour, elle est venue, elle voulait les 2 bras complets dans son style. Et il a tenu bon, tu vois, et elle aussi, elle a attendu, attendu, et puis il y a eu ce déclic, et elle m'a dit, c'est avec ce genre de client comme ça que c'est du bonheur, quoi. À l'aise. C'est vrai, là, t'en as certains. Là, à Rouen, j'en ai tatoué un. Il est venu, il avait aucun tatou. Il venait d'avoir 18 ans. Il voulait un truc en hommage à sa famille.
Et puis, moi, j'étais à fond dans le japonais. Je lui ai montré, ben voilà, ton père, il est de l'année du lapin, on peut faire un petit truc. Ta mère, elle a l'année du rat. Puis en fait, je lui ai fait, tu sais, comme des boules, comme ça, comme des Dragon Ball en même temps, enfin, mais avec les bonjis dedans et juste en ligne des trucs. Et il a adoré. Et en fait, je lui ai fait tous ses tatous depuis, quoi. Puis j'ai tatoué sa compagne, j'ai pété un dragon sur la jambe. Tu vois, Mhm. c'est super intéressant, quoi. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Un petit jeune aussi, qui est venu l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il est venu avec sa mère et elle voulait lui offrir pour ses 18 ans, un tatou et lui, il voulait une tête de mort. Je lui ai fait Mhm. sa tête de mort et depuis, moi, je lui fais tout le bras qu'avec des têtes de mort. Mais là, il Ah m'avait ouais. contacté en mars, là, ça va être de nouveau un de mes premiers clients pour recommencer, d'autres têtes de mort, quoi. Mais À tu vois, fond. j'en ai fait, je crois 4 ou 5 depuis, quoi et c'est génial. Ben Ouais. ouais. Ouais, ouais, puis c'est chouette en fait, parce que moi, ce que j'aime bien aussi dans ces motifs classiques, je veux dire, on dit une tête de mort, mais la tête de mort, c'est un exercice. C'est un Bah oui, exercice du quotidien. C'est bah c'est ça. passionnant, la tête de mort. C'est Il y a... c'est toujours, faut savoir où tu mets le nez, où tu mets les yeux et tu peux le faire de toutes les façons, quoi. Tu vois, tu as une infinité de possibilités pour dessiner une tête de mort. Tu peux la faire de toutes les façons. Regarde, j'adore les têtes de mort de Yann Black, tu vois. Alors Ouais. que c'est pas du tout mon style, mais j'adore ça. J'adore les crânes réalistes que fait Philippe Leu, que font Mhm. Kurt Wiscombe, tu vois. Puis à Mhm. côté de ça, j'aime bien les têtes de mort au Tebori de Orihiro, de Horiken Shibuya, tu vois. Il y a des trucs, les têtes de mort de Sacha, avec où il faisait 2 paires d'œils, avec un nez en as de pique, avec des Ah ouais. chicots, une mâchoire comme ça. Je trouve ça génial. Ah, puis ça, bon, petit message aux gens qui souhaiteraient se lancer un jour dans le tatou, mais par exemple, quand tu ouvres un bouquin, Les Dragon Claw de Philippe Leu, je veux dire, Ouais. putain, quoi, t'as Alors lui. combien de centaines de pattes de dragons Ouais. et elles sont toutes différentes. Et Ouais. pourtant, Et c'est le même gars. Mais tu sais qu'il a fait ça en 2 mois. Il avait arrêté de fumer et du coup, au lieu de fumer, il ah, dessinait et en fait, il en a fait 2 des bouquins ouais, on m'avait dit et aussi. encore, c'est rien, hein. Mathieu, à côté, il faisait des dos et des vagues. Il devrait sortir un bouquin, j'ai hâte de voir ça, qu'avec des formats comme ça. Mais du Génial. coup et en fait, il avait repris, Clopé après parce qu'il arrêtait pas de dessiner des pattes de dragon et c'est Luke Atkinson qui lui a dit, qui lui a regroupé en un seul bouquin. Ils ont fait du tri, mais il en avait, 2 fois plus, quoi. Excellent. Ouais. Bon, Ah, on va bientôt conclure. J'ai une dernière petite question un peu signature là, mais vas-y. c'est quoi ton, par exemple, un mec passe la porte de ton shop là quand tu vas ouvrir et genre il te sort le projet qui te ferait surkiffer là aujourd'hui. Ce serait quoi? Oh, bah, je suis en train de dessiner un dragon là, donc je te dirais bien un dragon. Mais après, ce que j'adore faire le plus, c'est des vagues Ok. pour les bosser, tu vois. C'est vraiment, en fait, il y a tellement de choses, c'est difficile. Tu peux pas avoir carte blanche, tu vois. Donc, il faut une base. C'est, C'est marrant parce que ce truc de la carte blanche revient et je suis complètement d'accord avec mmh. ça. Moi, quand on me dit ta carte blanche, c'est pas possible. Il me faut au moins un mot. Bah Tu oui. vois? Bah, Au sinon, moins on fait ça. tous. Bah, sinon, soit tu as de l'humour, tu proposes une tub avec des ailes, Exactement. direct, tu vois, universel. Mais en fait, il faut, comme tu dis, il faut un mot. Parce que sinon, en fait, tu as une idée toutes les 2 secondes. Dire là, je t'ai dit un dragon, je t'ai dit des vagues, mais j'ai aussi envie de dessiner une grosse pivoine sur un dos, tu vois. Mhm, Par mhm. exemple, ou bien j'ai envie de faire une carpe sur un bras, un tigre de l'autre. Tu sais, À l'aise. ou j'ai envie d'essayer de faire un crâne réaliste, mais bon, je sais que je suis pas encore capable, j'en ai pas la capacité, mais j'aimerais bien, tu vois. Ouais, C'est à fond. Bon, alors là, bon, pour conclure, franchement, merci Xav, mm, parce que tu vois, en une heure, il s'en passe des choses et puis ouais. on a réussi à faire un petit état des lieux vraiment très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot juste à nous dire? Je sais pas. J'ai l'impression de. En même temps, tu vois, on a discuté de tout ça. J'ai critiqué certaines choses, peut-être beaucoup, beaucoup trop, je sais pas. Pas Mais en tant, je même temps, trouve, je moi. reste quand même personne pour juger. C'est mon point de vue. Tout ce que je dis, les certaines choses qui me déçoivent et tout, mais en même temps, je suis personne pour critiquer ou pour juger. Donc c'est juste un point de vue que j'ai transmis. Je sais que ça va déplaire à certains, que ça va peut-être plaire à d'autres. Non, mais c'est intéressant, c'est Il faut, intéressant. c'est juste D'abord, essayer de rester soi-même et d'être authentique, tu vois, à de fond. pas, même si j'ai une tonne de références, beaucoup de gens que j'admire et tout, j'essaye quand même d'être moi-même avant tout, de pas être juste l'ombre de plein de choses, de plein de personnes que je suis. Ouais, puis on sent que tu es Ouais. attaché au truc d'être apprenti toute sa vie, en fait. Ah bah oui, toute notre vie. Le jour où tu penses que c'est bon, c'est que c'est trop tard. Il faut passer à autre chose. Exactement.
C'est, Je trouve que c'est parfait pour conclure, en tout cas. ouais, Bon, mais je te ouais. remercie beaucoup, Xav, en tout cas. C'était vraiment Merci cool. à toi. Bah ouais, Et puis, pareil. je te tiens au courant. Merci pour ton échange, c'était super.